Bonsoir à tous, heureux d'être au rendez-vous de la loi des séries, vous le savez, chaque mercredi et chaque vendredi, on vous retrouve pour parler de l'actualité des séries avec celles et ceux qui la font. Dans la deuxième partie de cette émission, on va recevoir un duo d'auteurs à la tête d'une série qui revient sur France Télévisions, Tout le monde ment. On est ravis de pouvoir les accueillir. Après avoir tenté de faire tomber Nicolas Marié dans le premier épisode, c'est Julien Boisselier qui s'y frotte dans cette deuxième opus qui passera donc ce mercredi sur France 2. Nous recevrons donc le binôme d'auteurs à la tête de cette série, Olivier Norek et Nicolas Lebel, qui sont avec nous dans la régie et qui vont nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. Et on a beaucoup de questions à leur poser, évidemment, en expert du polar. On a évidemment pas mal de choses à leur demander. Dans la première partie de l'émission, c'est une artiste, une comédienne qu'on aime beaucoup, qui va faire sa masterclass. On va revenir sur son parcours, à l'occasion, évidemment, de la projection à, notamment Série Mania, de la dernière production dans laquelle on va pouvoir la découvrir. Une série signée Hervé Admar qui s'appelle Homejacking. On va lui consacrer une émission très bientôt sur VL, mais on est ravis de pouvoir passer cette première partie d'émission en compagnie de notre invitée Marie Dongnier. Bonsoir. Bonsoir Alexandre. Très heureux de t'accueillir avec Nora Gandour qui est à mes côtés. On a beaucoup de questions forcément à te poser, on va revenir sur quelques moments clés de ton parcours. Dans quelques semaines donc sur Homejacking, on vient de te voir dans Cœur Noir sur France 2. Ça se passe pas trop mal en ce moment pour toi, on va dire. Bah oui, c'est des beaux projets. Ouais. Voilà, c'est des beaux projets et en plus avec deux réalisateurs formidables. Donc Hervé Admar et Ziad Douéry. Hervé Admar, on avait travaillé ensemble il y a 10 ans, donc c'était super de se retrouver aussi. Sur les témoins, on va y revenir. Avant de rentrer dans le vif du sujet avec Marie dans 2 petites minutes, c'est la série qui commence la semaine prochaine cette semaine, sur TF1. C'est leur nouvelle série comédie d'action qui réunit 2 comédiens solaires qu'on aime beaucoup. D'un côté Arnaud Ducret, de l'autre côté Manon Azem, 2 personnalités électriques et qui vont survolter vos jeudis soirs. Direction Marseille pour Mercato, la nouvelle série produite par les créateurs, s'il vous plaît, de HPI, le carton actuel de la fiction. Et voici le petit teaser de Mercato. Revenons à présent sur l'affaire Brandagninho et le chaos qui règne à Marseille depuis que la star brésilienne a été blessée. Insultes, menaces, c'est le feu sur les réseaux sociaux. Vous êtes muté. Où ça? PJ de Marseille. Non. Encore un Parisien qui a pas tenu 2 semaines comme d'hab. Promets-moi de faire un effort avec le nouveau. C'est moi le nouveau chef de groupe. C'est moi qui donne les ordres. Oh, tranquille le Parisien. Je veux juste rentrer chez moi. Et voilà, ça s'appelle Mercato. Donc, pour resituer, lui, il est flic à la brigade financière, il est à Paris, et alors qu'il est en train d'aller récupérer son ex-femme à l'aéroport en compagnie de ses enfants, qui le prennent pour un lâche fini, un pleutre, la star du foot en transfert pour Marseille est pris en otage par un type dans l'aéroport. Il est contraint de montrer qu'il n'est pas le lâche que ses enfants pensent qu'il est, donc il sort son flingue, sauf que, en voulant éliminer le preneur d'otage, il blesse grièvement le footballeur qui ne peut plus faire son transfert à Marseille, qui donc voit ses espoirs de finir en tête de la Ligue 1 s'envoler. Et donc pour le punir, ses collègues, son supérieur, qui se trouve être le nouveau mari de sa femme, l'expédie à Marseille dans une brigade dirigée par Pierre-François Martin Laval, qui est un peu débarcassé dans cette brigade-là, mais il va devoir montrer qu'effectivement il peut être un flic de terrain. Comédie, action, sous le soleil de Marseille, vous verrez, ça commence ce jeudi, c'est plutôt réussi, c'est plutôt très drôle, et ça fera passer un bon moment. Est-ce qu'ils vont réussir à réitérer le carton de HPI et ses 11 millions de spectateurs toutes les semaines? C'est un petit peu la question qu'on se pose, mais voilà, il y a 8 épisodes pour cette première saison, et ce sera tous les jeudis soirs, donc sur TF1. En attendant, on revient à notre invité de la semaine, et on va voir, on va commencer, on rentre dans le vif du sujet tout de suite, on va voir une belle affiche, une très belle affiche qui va apparaître. Regardez, c'est beau. C'est le visuel de Homejacking. Alors on rentre dans le vif du sujet avec le premier exercice que je vais confier à Marie. Comment on peut présenter Homejacking? Merci, c'est cadeau, c'est pour toi. Ah, c'est cadeau là, super. Très bien, je te remercie. Je t'en prie, ça me fait plaisir. Donc je vais en dire très peu parce que c'est une série qui est vraiment construite sur le point de vue et un Rubik's Cube. Ouais. Donc en tout cas, la série s'ouvre avec un couple. Lui, grand auteur à succès, et elle, très grande chirurgienne.
ils vivent dans une maison, très belle maison, très grande maison, un peu isolée. Et un peu beaucoup isolée, oui. Et ils sont victimes d'un homejacking. Qui est très tendance en ce moment auprès des personnalités en tout genre, puisque ils en sont tous victimes. Voilà. Mais que veut le preneur d'otage? Voilà, exactement, c'est la question. C'est-à-dire, que veut-il? Qui est-il? Et qu'est-ce que ce couple a caché? Et pourquoi est-ce qu'il arbore une cagoule rose? Une cagoule rose. C'est la grande question. Mais tout trouve sa résolution. C'est-à-dire qu'il faut quand même expliquer que tout aura sa justification, y compris cette cagoule rose. C'est une série donc écrite par Tigran Rosin notamment et Florent Meyer. Florent Meyer qui est habitué des séries un petit peu comme ça, avec des pitchs et des histoires alambiquées, puisque il avait travaillé sur l'excellente mini-série qui était diffusée sur Arte, qui s'appelait Intrusion, avec Jonathan Zakai, qui était elle aussi assez remarquable. Et là, en fait, c'est un 6x52 où on va découvrir... Non, c'est un 6x40. 35. Ouais, 435 même. T'as raison, les épisodes sont vraiment resserrés. Et Marie, en héroïne, moi je l'ai dit, en héroïne Hitchcockienne, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'assez trouble dans ce personnage-là, assez éloigné de tout ce que tu as fait jusqu'à présent quand même. Oui, bah, c'est pour ça que c'était formidable à faire. Oui, c'est une femme qui a énormément de secrets. Que je ne vais pas divulguer. Non. Mais c'est surtout aussi que... Alors, c'était déjà dans l'écriture de Tigran, de Florent, et aussi Emmanuel Faguer, que je voudrais citer. Je dis ça parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup... Florent le dit souvent, c'est quand même le point de vue d'une femme, au fond, cette série. Et en fait, oui, elle a beaucoup de secrets, et de la mise en scène d'Hervé Admar fait monter ça petit à petit, et donc c'est succulent à jouer parce qu'il y a tout à cacher au départ. Il y a des zones assez troubles, et donc c'était formidable, quoi. Il y a un peu cette influence, je disais, Hitchcock, mais Hervé Admar revendique aussi la filiation avec Get Out de Jordan Peele. Enfin voilà, on est dans ces choses où, d'ailleurs, à l'image de cette très belle affiche, les apparences ne sont pas ce qu'on croit qu'elles sont. Il faut se méfier de tout et de tout le monde, puisque chaque épisode sera l'occasion de partir à une époque différente, ou de voir l'histoire par le prisme et par une époque différente et par des personnages différents aussi. Et ça, à chaque fois, on repart à un endroit où on avait laissé l'intrigue à un épisode d'avant, où on y revient. Il y a un petit côté aussi, un peu à la Christopher Nolan aussi, par moment, dans Memento, j'y pense d'un seul coup, où il faut rafister les pièces du puzzle. Vraiment, c'est... Vous venez de le voir en plus. Je l'ai vu hier soir parce qu'il y avait la Projo Équipe. Oh bah oui. Et oui, non, c'était formidable de découvrir ça, parce que de voir tout le Rubik's Cube là, qui se déploie. Non, je suis très très heureuse du travail. C'est vraiment super, quoi. Et la musique d'Hervé Admar. D'Hervé Admar, tout à fait. Voilà, il faut quand même. Qui d'ailleurs, on en reparlera quand on le recevra, vient de sortir un album sur toutes les plateformes, un album de musique très particulière, mais vraiment qui colle un peu d'ailleurs avec l'esprit de cette série. Je vous y invite vraiment à la découvrir. Ce sera à partir du 7 avril. Ouais. Ce sera sur OCS, et c'est compliqué d'en dire plus. Hervé Admar, évidemment, qui a la réputation d'avoir beaucoup d'héroïnes dans ses fictions depuis le début, et de les faire... de bien les mettre en scène. On va voir une photo qui va apparaître. Évidemment, pour continuer à parler avec toi, on est de retour finalement aux sources. C'est les témoins, c'est la saison 1 des témoins avec Thierry Lhermitte. Comment t'expliques que finalement, j'ai regardé dans le parcours d'Hervé, tu es la seule comédienne qui l'a fait tourner une fois, qui l'a refait tourner une deuxième fois finalement. Écoute, il faut croire qu'il m'aime. Non, comment j'explique? Je ne sais pas. Je pense que quand même on est très liés par des choses assez difficilement exprimables. C'est-à-dire que là, quand j'ai découvert Homejacking hier, je me disais, mais c'est dingue, il sait filmer l'inconscient des personnages que j'interprète. Il sait filmer le secret. Le sous-texte, et ça, quand c'est au service d'un thriller, parce que je dirais comme Homejacking, c'est un peu un thriller domestique, si on pourrait. Voilà, le secret de ces gens, et là où c'est formidable, c'est que, il le dit lui-même, il y avait un peu toutes ces obsessions dans le texte de Tigran et de Florent et de Emmanuel. Et ce qui est vraiment formidable, c'est de voir qu'en fait, un événement, des secrets, parce que ça parle aussi de violence, d'emprise, enfin il y a beaucoup de thèmes de filiation, d'identité, enfin il y a des thèmes vraiment très forts qui sont dans toute la série, et vraiment ce qui est formidable, c'est
que la même chose vue par des regards différents, je trouve que ça rend très actif le Bien sûr. spectateur. Voilà. Et quant à notre relation avec Hervé, j'adore me confier à lui parce que je pense qu'on se rend pas compte presque des fois au moment. Mais en tout cas, tous ces personnages troubles, etc., c'est vraiment génial de le laisser me voler des choses parce qu'il le fait formidablement bien. Il a fait tourner de très très grandes comédiennes, mais c'est vrai qu'on a la sensation que vous êtes en phase, Oui, tous les deux. oui, Et j'avoue, dans c'est tous vrai. les projets, même si celui-ci était aussi très différent, il y a la deuxième saison avec Audrey Fleurot, puisqu'on parlait de HPI, et c'est vrai que c'était une incursion assez singulière dans un univers un peu différent. T'avais vu, toi, j'imagine, Les Témoins? Je l'ai en DVD. Ah. Moi, j'avais adoré Les Témoins parce que, enfin, on va pas reparler de toute la série, mais pour moi, c'est la série, et tu sais que ça me tient beaucoup à cœur, qui a fait un peu la bascule où les gens du cinéma se sont dit, ah, en fait, la télé, c'est pas si mal. Tu vois? Parce qu'avant, c'était quand même très. Et je trouve que c'est cette série, de par sa qualité, bon, bien sûr, parce qu'il y avait Thierry Lhermitte aussi, mais de par sa qualité, Enfin, ça a apporté. Surtout qu'elle était très grand public en plus. Exactement, et du coup, ça a un peu cassé le mur de verre. Parce Tu qu'il avait vois, il avait quand même fait tourner à la fois Jacques Gamblin dans Les Oubliés et Sandrine Bonnaire dans Signature. Ouais. Donc Et voilà. là, il a explosé la frontière, et je trouve que vraiment la bascule, elle s'est faite au moment de cette série qui était, bon, bien sûr, géniale. Bon, moi, je peux rester des heures dessus, c'est pour ça il m'interroge pas trop. Donc voilà. Mais je trouve que c'était important pour la télé française d'avoir ce genre de série, et elle a eu le succès complètement. Ce qui est dingue, c'est qu'on a l'impression qu'Hervé, à chaque univers, tu en as déjà fait 2 avec lui, il est capable de se réinventer tout en imposant sa personnalité qu'on va reconnaître immédiatement. C'est très particulier parce qu'il n'y a pas plus différent que Les Témoins et Homejacking, objectivement. Bah oui, mais c'est un créateur. C'est-à-dire, non, c'est vrai Un que... artiste. Oui, c'est un artiste, c'est-à-dire que... Et là, ça a été assez fort sur Homejacking d'ailleurs. C'est-à-dire, il a tout à fait... Il s'est emparé du travail des auteurs, mais voilà, il se l'est approprié. Et je pense que ce projet avait vraiment besoin d'un réalisateur, on en parlait d'ailleurs avec les auteurs hier, d'un réalisateur qui s'empare, qui se l'approprie, parce qu'il y a des niveaux de jeu, des époques très différentes, et c'est très, je veux dire, c'est quand même bien perché. Au fond, Oui, c'est au totalement, fond, ouais. voilà, ça suit des choses, puis troubles, etc. Et il sait très très bien, sa mise en scène est au service de ça. De toute façon, il adore filmer quand même le côté obscur des gens. Et il le fait très très bien, que Il ce fait très soit bien. évidemment, on n'a pas cité, mais il y a Au-delà des murs aussi, qui est absolument formidable. Il y a Romance, puis ça c'est très différent, parce que là pour le coup, Oui, on est sur quelque mais chose de il y a- plus solaire et lumineux. Oui, mais il y avait la patte, le mystère, Et le conte de l'inconscient des gens, Et il le y avait conte de tout ça. fées, il y avait tout ça. Oui, puis la dimension du conte qui est quand même souvent et toujours là. C'est-à-dire que ce qu'il adore, c'est de partir, oui, du réel, mais de tordre ça toujours à la lisière du fantastique. Et ça donne des très beaux projets quand c'est mené comme ça, avec autant de sincérité et puis de savoir-faire, en fait. Ouais. Parce que On peut même dire talent. Moi, je dirais Ouais. jusqu'à On peut même talent. dire talent. Ouais. Mais comme on ne fait pas une émission sur Hervé Admar, mais Oui. sur Marie Dompnier, Tout à fait. passons au projet suivant pour Bien montrer sûr. un petit peu le grand écart effectivement dans les projets qui sont faits, puisque nous avons choisi par Marie. On va voir la prochaine photo arriver. Ah oui. Voilà, On c'est est, celle-là. on est sur France Télévisions, c'est la dernière vague. Et d'ailleurs, on va voir cette photo-là, puis on va enchaîner directement avec la suivante parce que, parce que vous allez comprendre pourquoi, parce que c'est lié, évidemment. C'est son réalisateur, c'est Rodolphe Tissot. On parlait évidemment d'empreinte et du fait que tu travailles avec des gens qui sont extrêmement soignés. Là, d'abord, dans la dernière vague, on est dans du genre, dans du fantastique, dirigé par un réalisateur qui lui aussi était avec notamment, ainsi soit-il, à 10 000 lieues d'offrir un univers comme ça. Tu l'as retrouvé notamment dans Clèves pour Arte. Voilà, c'est comment de travailler avec Rodolphe Tissot pour toi? Qu'est-ce que tu as appris avec lui? Eh bien, ce qui est formidable, c'est que Rodolphe adore les acteurs. Donc, c'est un très, très bon directeur d'acteurs. Et au fond, il y a un truc en commun avec Ziad Doueri, Hervé Admar et lui, c'est que c'est des êtres exigeants et bienveillants. Et talentueux, alors en plus, il y a ça. Et en tant qu'actrice, à partir du moment où on est avec des artistes qui ont leur univers et qui, en plus, donnent le là, parce que le réal donne le là sur un tournage, le là de rapports bienveillants mais exigeants, en tant qu'actrice, c'est extraordinaire, quoi. C'est tout bénef. C'est tout bénef. Ouais. Et puis, il a une précision, il aime les acteurs. Donc, moi, en tant qu'actrice, j'ai qu'à je me laisse porter par eux, et par leur regard et leur exigence. Et voilà, et ça, c'est tellement... c'est joyeux, quoi. Il n'y a rien à... Il n'y a rien à dire d'autre que
formidable réalisateur qui a fait tourner aussi il n'y a pas longtemps Ophélia Coll dans une mini-série pour France 2, qui est un réalisateur qui effectivement est à hauteur d'homme sans arrêt, et on l'avait vu quand il faisait Ainsi soit-il, et c'est vraiment quelque chose de prodigieux. Il y a derrière aussi, évidemment, il faut le rappeler, il y a des auteurs qui travaillent, et c'est vrai qu'on voit aujourd'hui la télévision en France, elle est nourrie par des auteurs qui sont incroyables. On parlait de Tigrane, de Florent Meyer, on va dans un instant parler avec Olivier Norek et Nicolas Lebel, qui sont aussi des auteurs singuliers, pour certains qui viennent du polar, de la littérature. Enfin, c'est extrêmement important que la télévision se nourrisse de tout ça. Et alors, quand on aligne les trois, Marie, Ziad, Douéry, Rodolphe Tissot et Ave Admar, t'as une chance quand même de tourner avec la crème de la crème des réalisateurs en fiction. Je quoi. citerai aussi Jean-Xavier de Lestrade. Exactement. Ah bah oui. Parce que, oui. En plus, tous ont en commun d'écrire. C'est-à-dire que c'est à la fois des réalisateurs Et des auteurs. et auteurs. Donc, il y a un profond souci de la dramaturgie et des textes. Et on sait très bien qu'un acteur, s'il a des mauvais textes, ça va être très compliqué. Ouais, c'est clair. On peut pas. Et donc, il y a cette exigence-là, ce regard. C'est des gens qui ont envie de raconter le monde. Et donc, ça crée toujours des projets intéressants, en fait. Et oui, j'ai beaucoup de chance, mais c'est aussi des choses que j'ai choisies. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que... C'est important aussi dans non, une mais carrière. de partager ça, puisque il y a des choses auxquelles, notamment après le succès des Témoins, je me suis dit, non. Je vais pas faire tout n'importe quoi. Je vais pas faire. C'est vrai que quand ça ouvre, il y a eu du succès, etc. Il y a pas mal de propositions de jouer des flics, etc., etc. Ça arrive souvent à la télé chez nous. Ouais, voilà. Non, mais en plus, j'ai rien contre ça. Non, mais bien sûr, mais... sortant de 2 saisons où c'était... Et donc, c'est aussi des choix. C'est de dire, en fait, il y a des choses que j'ai vraiment envie de faire, de faire des choix, avec certains réalisateurs, certaines réalisatrices. Alors moi, c'est plus des réalisateurs pour le coup, mais je crois que c'est important parce que ça, au bout d'un moment, le parcours veut dire quelque chose, ça s'additionne, voilà. Et je pense qu'en tant qu'acteur, c'est important de faire des choix dans une carrière. Ouais, de faire des choix, puis aussi parce qu'on a un instrument. Si on fait les mauvais choix, il peut s'abîmer. Et de dire non. Oui. Et puis, au-delà de dire non, aussi de se dire, là, ça va peut-être être un peu vide. Mais il se trouve que moi, par ailleurs, j'écris, que je monte mes spectacles de théâtre. Donc, par exemple, je coécris une série. Ouais. Voilà. Ouais. Pour Euh, toi pour je- jouer dedans ça, on verra. Ah, on mais verra. peut-être. Non, je coécris avec Rémi Giordano, qui est un auteur extraordinaire qui va tourner son long. Et on développe et on coécrit avec SND, François-Daniel Lamazière. Très bien. Voilà. Et par ailleurs, j'écris mon long métrage aussi. Ça, c'est plutôt pas mal, parce que justement, tu me fais ma transition parfaite. Ah, Tiens, j'ai pas fait regardons le exprès. prochain visuel. Tu parlais de tes univers. Mmh. Et tu parlais des univers de théâtre. C'est gentil de parler de ça alors que c'est la loi de série, ça me touche. Bah oui, la famille s'agrandit. Ouais. Une pièce de théâtre. Et c'est toi qui l'avais... On l'a coécrit avec ma partenaire, Marie Desgranges, ouais. On l'a coécrit et on a joué ça pendant 2-3 ans, ouais. Tout à fait. Et là, j'écris le prochain. Le théâtre, ça t'a apporté quoi? Ça te nourrit comment? Il y a des gens qui sont faits que pour le théâtre, qui aiment que ça. D'autres qui sont faits pour la télé. Et toi, tu passes, effectivement, comme beaucoup de comédiennes, de l'un à l'autre. Mais qu'est-ce que le théâtre t'apporte? Alors moi, déjà, je viens de là. Hein. C'est mon... T'en as fait beaucoup. Je suis née là. Ouais. Et qu'est-ce que... Bon, déjà, le spectacle vivant, le rapport avec le public, je veux dire, c'était Le retour immédiat. Oui, voilà. Et puis, d'être auteur de mes propres spectacles, c'est important aussi parce que souvent, là, dans les projets que vous avez cités, je suis au service d'univers, j'adore, mais j'aime aussi écrire mes projets. Et le théâtre, pour moi, c'est là où j'ai appris mon métier, hein. Voilà, tout simplement. C'est là, et c'est une espèce de retour aux sources. Oui, je trouve quand même que ce rapport au théâtre, le rapport au travail, le rapport à la troupe, ça fait énormément. C'est-à-dire que quand même, les acteurs qui... je l'ai vu avec Laurence Stoker aussi, dans Jeu d'influence. Avec Yannick Chouara, on est sur Homejacking, on avait des scènes très longues, Ouais. très Théâtral. ouais, enfin, en tout Enfin, cas... ce que je veux dire, c'est que Homejacking pourrait être une pièce de théâtre. Enfin, tu vois, il y a quelque chose un peu... Ouais, ça c'est lié aussi au truc du à l'unité décor de lieu, unique. ouais. Parce que pour le coup, la mise en scène cinématographique, elle est Non, quand bien même... sûr, mais... mais on pourrait mm. en bricolant, on Oui, pourrait oui, transposer oui. sur scène. Mais... Oui. C'est-à-dire je trouve qu'il y a un rapport au travail et au groupe, souvent, des Et au acteurs de texte. théâtre, voilà, que je trouve assez enthousiasmant. Ouais. Et la photo suivante pour boucler, parce que nous, on voulait évidemment... Ah oui. Ah, c'est ton super. film. Ouais. C'est ton film, le court-métrage, Mm. avec l'excellente Anne Benoît.
qu'on aime beaucoup, le Ça me tapis. touche que oui, oui, bien justement. C'est assez récent, ça c'est 2019. Non, ça c'était 2019-2020. Oui, il est sorti au bon moment, lui. Oui. Super. Voilà. Non, ouais, formidable projet. Bah, c'est-à-dire, en fait, j'ai réalisé ce court-métrage et puis ensuite, j'ai voulu écrire le long. Et donc, je suis rentrée à l'atelier scénario écriture, donc à la Fémis. Là, j'ai commencé à développer donc, mon long-métrage. Et là, maintenant, voilà, je suis avec des productrices et on y va pour le long. Et le rôle principal, évidemment, je rêve de pouvoir avoir Anne Benoît. Voilà. Qui est une formidable actrice, moi que j'aime beaucoup, qui est une femme qu'on va découvrir d'ailleurs très bientôt dans Machine sur Arte, Ouais, superbe aux actrice. côtés de Margot Bansillon et Joey Starr, qui joue une syndicaliste d'une usine en grève assez formidable, puis qui a un tempérament de feu, quoi. Oui, C'est oui, une, oui. C'est un Stradivarius, Anne. Ouais. Ça t'a donné envie, tu vas évidemment recommencer, de la réalisation. Petite question bonus pour finir, qu'est-ce que ces réalisateurs avec lesquels tu as eu la chance de travailler, qu'est-ce qu'ils t'ont appris pour toi, mais en tant que réalisatrice? Wow, what a question. Je pense que, en tant que réalisatrice, je pourrais pas te répondre. Par contre, c'est avec eux que, bah, notamment avec Hervé quand même, que j'ai découvert il y a 10 ans ce que c'était qu'un tournage. Je pense que ce qu'ils ont en commun, ce qu'ils m'ont appris, c'est que le réalisateur donne le là des rapports humains et de travail sur un plateau. Et que c'est des gens très exigeants, ils lâchent rien, mais parallèlement, ils respectent absolument toujours les gens et ils fédèrent par leur enthousiasme et leur gentillesse et leur énergie. Et ça, très important, la bienveillance. C'est important. C'est un mot qu'on emploie souvent en ce moment, mais il y en a jamais trop. Hein, il y en a jamais trop, on en manque souvent. Donc, bienveillance et exigence, les deux, les deux sont bien. Ça n'empêche pas. Les deux sont bien, mais on peut essayer d'aller chercher le meilleur des gens sans forcément être un tyran avec. Exactement. En tout cas, Le Tapis, donc le film de Marie Dompnier avec Marie Dompnier. En attendant, évidemment, Homejacking le 7 avril. Et puis sa première série, alors, du coup. Elle est en développement. Elle est en développement, mais. Oui, pour l'instant, ça s'appelle L'une et l'autre. Ah, bien. Tout ça est un work in progress. Mais c'est très, très, très. Je suis très, très heureuse. Donc, on est en train de développer ce 6x52. Et voilà, je vous en dirai plus Tu reviendras. pour la suite. Il faudra revenir encore une fois. Ouais. En attendant, d'ailleurs, on l'a pas dit, il y a le départ au mois d'avril pour le tournage de Cœur Noir Tout saison à 2. fait, nous partons dans le désert. Dans le désert, avec Frédéric Jardin cette fois-ci, qui est un autre réalisateur pour une autre signature de série, mais pour retrouver un univers qui nous avait bluffé l'année dernière sur Prime et maintenant sur France Télévisions. Et on va te retrouver parce que c'est vrai que la fin de la saison 1 nous avait quand même laissé sur... on est sur notre fin là. Hein. On est là quand même. Hein. On est là quand même. Marie Dompnier qu'on avait envie effectivement parce que pour tout vous dire, on va monter une émission sur Homejacking, mais on était frustrés, Marie n'étant pas disponible de la voir. Et donc on s'était dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut revenir un petit peu sur cet univers et montrer que les comédiens, c'est pas que des comédiens de télévision. Et donc c'est pour ça qu'on voulait aussi montrer le théâtre. Je vous remercie. Et le court-métrage pour que les gens Vraiment. découvrent ce que tu as fait et qu'on essaie peut-être de trouver où on peut voir ce tapis. Hein, bien sûr, alors là, oui, non, mais tout à fait. C'est Là, compliqué. je vais vous l'envoyer. Je suis désolé, je voulais pas te mettre dans la barre. Hein. Faudrait un DVD. Ah bah ça tombe bien, on connaît nous, les DVD. nous, On n'est pas que numérique. Ouais. Mais parce qu'on a envie évidemment de découvrir cet univers singulier en attendant évidemment qu'on découvre ta propre création et ta propre série. Ne bouge pas Marie, on va accueillir dans un instant deux auteurs effectivement intéressants parce que comment renouveler un genre qu'on a déjà largement vu à la télévision qui est celui du polar et de le faire d'une manière assez originale. On va le voir, ça s'appelle Tout le monde ment. C'est joué par Vincent Elbaz notamment dans le rôle principal et l'idée c'est qu'effectivement on va faire tomber les puissants, donc un peu à l'image de Colombo et ces hommes puissants qu'on va essayer de faire tomber en utilisant les meilleurs stratagèmes, sachant que lui sent tout de suite quand quelqu'un ment. C'est le personnage de Vincent Elbaz. On va les accueillir, ils vont prendre la place de Marie. On va découvrir un extrait de ce deuxième épisode joué par Julien Boisselier et la magie va faire que nos invités seront en place à la reprise. Merci. Je vous remercie d'être de votre venu parce qu'on invitation. était vraiment heureux de pouvoir passer ce moment avec toi. Et ravi d'avoir Entre partagé. Entre deux tournages. Ouais, non, vraiment, c'est Entre deux super tournages. de vous avoir vu. On était Merci ravis de t'avoir. beaucoup. Merci. L'extrait et puis on accueille nos invités dans la deuxième partie. Regardez. Bonjour. Bonjour. Delphine Gilberti, vous vouliez me parler? Bonjour. Alors, pas tout à fait. On aimerait bien parler à Monsieur Le Serre, s'il vous plaît. Ah là, ça va pas être possible, on attaque une grosse séquence. C'est lui là-bas là. Oui, c'est lui, oui. C'est la séquence où le commissaire résout l'enquête que vous faites. Non, il y a une fusillade. Et c'est assez compliqué à mettre en place, donc c'est vraiment pas le Une moment. fusillade. Oui.
Bon, alors, excusez-moi, mais vous filmez des fausses enquêtes, nous on travaille sur des vraies, donc on va certainement pas attendre 2 heures. Hein. Madame, la police peut pas interrompre un tournage comme ça, hein. Vous vous rendez pas compte des sommes qui sont en jeu. Werner, madame. Putain, mais qu'est-ce qu'il a fait, ce con? Non, mais ça va pas ou quoi? Ça fait 25 minutes qu'on est là-dessus. Non, mais. Werner, Putain. qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, on a du temps maintenant. C'est vous, ça? Vous êtes cinglé, non? Pareil, oui. Je suis pressé surtout. Vous avez 25 minutes. Ça va, Mathieu? Souriez. Voilà pour ce petit extrait de ce 2e épisode de Tout le monde ment. Et on est ravis, je le disais, d'accueillir 2 auteurs de fiction comme on les aime, aux univers très riches, qui ont été capables de réinventer le polar. Et croyez-moi qu'à la télévision française, réinventer le polar, c'est pas mince à faire. Olivier Norek, Nicolas Lebel, bonsoir. Et merci d'être avec nous pour parler de cet unitaire. Ce 2e volet de Tout le monde ment, porté évidemment par toute cette fine équipe qu'on voit derrière vous. Je disais, machinalement, réinventer le polar, est-ce que c'était ce qui a guidé le lancement de Tout le monde ment, c'est-à-dire de proposer quelque chose évidemment un peu différent et en même temps qui n'est pas simplement une enquête avec un enfant disparu dans une forêt et un flic enquête dessus, quoi. Mais ça pourrait être très bien comme sujet. Mais c'est juste que oui, on a réfléchi à l'image du méchant, à l'image du salaud. Et c'est vrai que le serial killer, le vengeur, le psychopathe, tout ça, c'est quelque chose à quoi on a déjà droit. Et on a réfléchi, on s'est demandé ce qui aujourd'hui pouvait générer une colère, générer vraiment l'envie de suivre une enquête. Et il y a certains criminels qui ne tombent jamais. Donc on est parti de cette maxime assez ancienne de La Fontaine dans Les animaux malades de la peste qui dit selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Et c'est vrai que plus on est puissant, plus on a de l'argent, plus on a des connaissances, et moins souvent on défère aux convocations de la police ou on se trouve ennuyé par la justice. Et on s'est dit que c'était peut-être ça vraiment qui mettait en colère les gens aujourd'hui, de voir que nous, par exemple, on paye nos impôts correctement et quand on fait une bêtise, eh ben, on subit le coup de la loi. Et que assez rapidement, et c'est tout à fait normal. Mais que parfois, dans le monde de la politique, dans le monde des médias, dans le monde des super grandes entreprises polluantes, parfois ça tombait voire jamais. Et donc on a créé ce groupe de police qui n'existe pas, en vrai, le groupe des affaires sensibles. Ah bah, il tiendrait pas longtemps, en vrai. Non, je pense qu'il tiendrait pas vraiment longtemps. Une semaine, ce serait déjà beaucoup. Mais le nôtre, il tient un épisode, et puis il tient 2, et puis avec Nicolas, on a terminé le 3, et là, on est sur le 4, on devrait rendre la version 1. Et puis en parlant de scénario, on voulait déjà vous remercier, c'est rare, les émissions qui invitent des scénaristes. On a envie, puis alors d'autant plus, ils ont un parcours aussi riche, c'est vrai que c'est extrêmement intéressant, parce que les séries, c'est pas que la vitrine, c'est aussi, et surtout, celles et ceux qui sont derrière, parce que, on le rappelle, on le redit, mais c'est vous qui permettez la cohésion d'ensemble de ce projet sur les 4 épisodes, au-delà des comédiens, avec ce soin. Vraiment, j'aime beaucoup cette photo-là, dans cette cave, dans ce librairie. On dirait le bureau des affaires non classées de X-Files aussi un petit peu. Est-ce que c'est une série politique ? Par rapport au point de vue de départ qui est de se dire on s'intéresse à ces puissants, est-ce que du coup quelque part il y a une dimension politique? Alors nécessairement, il y a un engagement et je crois qu'il est affiché, que ce soit en tapant sur la pollution des moteurs de voitures et le trafic des résultats, que ce soit sur cet épisode qui s'inscrit dans une époque MeToo de dénonciation des violences faites aux femmes. Je vais pas spoiler un petit peu ce qu'on a fait sur les suivants, mais à chaque fois on s'inscrit effectivement sur des puissants intouchables et bien évidemment il y a une volonté de dénonciation. Alors je vais mettre un bémol, on n'est pas sur du tous pourri, ce qui aurait été aussi un travers de la série. On est vigilant à faire des portraits d'intouchables et ce sont ces gens-là qui sont visés. Bien évidemment derrière eux il y a des gens qu'on connaît, mais en tout cas là on est sur une fiction.
Oui, Après, c'est aussi notre école. Nicolas et moi, nous écrivons des romans policiers, mais aussi des romans noirs. Et le roman noir, il est sociopolitique. En fait, les deux mots veulent dire exactement la même chose. Mais le roman noir, il s'inscrit effectivement dans les faits de société, dans les faits actuels. Et donc, ça nous différencie pas tellement du schéma de pensée qu'on a déjà quand on écrit nos bouquins. Sauf, cher Olivier Norek, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, que quand on s'appelle Olivier Norek, qu'on rend un roman dans une maison d'édition, a priori, on va signer Olivier Norek, donc on accepte Olivier Norek. Si on arrive dans une chaîne de télévision et on a beau s'appeler Pierre-Paul Jacques, Nicolas Lebel ou Olivier Norek, il y a toujours quelqu'un pour vous dire tu vas peut-être un petit peu loin là quand même. Donc il faut peut-être calmer le jeu par rapport à ce qu'on voudrait faire. Il y a une plus grande peut-être liberté dans les romans aussi aujourd'hui, peut-être, non? Alors pour le coup, on a trouvé France 2 très courageux parce que... Sur le premier épisode, honnêtement, il n'y a aucun doute que vous avez quand même été assez libre, hein, et assez ouvert. Et sur le deuxième aussi, vous allez... Et même la suite est encore plus surprenante sur le 3 et le 4. Les retours qu'on a sont des retours... Alors on travaille nous avec François Iter, hein, qui chez France 2... conseiller de programme. Voilà, conseiller de programme, voilà. Et qui est vraiment notre ange gardien chez France 2 sur cette série. Et quand on a reçu le premier retour, on s'est dit, bon allez, on va essayer de nous museler avec Nicolas. Et en fait, ce sont des retours artistiques. Essentiellement artistiques. Et on a vraiment les mains libres à la fois sur les sujets et à la fois sur la puissance avec lesquelles on peut les affronter. On ne connaît pas les auteurs, mais on connaît encore moins les directeurs de programme et les chargés de programme qui accompagnent. Pour vous expliquer, François Iter, c'est un chargé de programme qui en général prend tous les projets qui correspondent à la ligne éditoriale de France Télévisions et qui s'arrange pour essayer de les tordre, pour les faire rentrer dans cette ligne-là tout en proposant quelque chose de nouveau. Je sais que c'est lui qui a accompagné notamment l'un de nos amis ici, Lionel Olanga, pour Shérif ou pour Le Code. Voilà, donc c'est pas facile de proposer des trucs différents en regardant une espèce de fil conducteur pour vous, pour les auteurs, j'imagine, Nicolas Lebel, que c'est extrêmement valorisant. Mais oui, en plus, pour terminer sur François Iter, il a vraiment cette vision, j'allais dire, panoptique de ce qui se fait en série française et ce qui se fait en série policière sur France 2 en particulier. Oui, il connaît bien. Oui. À partir de là, c'est vrai qu'on a un retour très pro sur ce qui s'est fait, sur une histoire aussi de ce qui a été diffusé. On en bénéficie et bien évidemment, ça nourrit notre écriture à chaque épisode. Qu'est-ce que ça change, de votre avis, d'avoir fait appel à des auteurs de romans noirs ou de romans policiers pour écrire de la fiction télé? Qu'est-ce que ça change? Une énorme qualité déjà. Beaucoup de goût. Ah, ouais, on a un peu pimpé la télé, quoi. Non, alors, un peu comme. Plus sérieusement, on a un goût très très prononcé pour les dialogues. Les dialogues, c'est de l'orfèvrerie. Les dialogues, c'est ce qui va vraiment faire à la fois tenir l'épisode, mais c'est aussi une partition pour les acteurs. Nous, on est on est des compositeurs de musique. Eux, ils sont des musiciens. On a beau écrire les meilleures histoires et les meilleurs dialogues, si derrière on n'a pas des musiciens de talent. Alors on a tous les deux nos chouchous, hein, quand on commence à écrire sur un personnage. Moi, par exemple, j'aime beaucoup Thomas Silberstein. Nicolas. Moi, j'écris pour tous les autres. Des talents. Merci beaucoup. Et non, mais c'est vrai que ce qui peut pêcher, et je vais absolument pas faire une généralité sur le reste des programmes, mais des fois, effectivement, on sent que l'histoire est bonne et qu'on s'est laissé un peu aller sur les dialogues en se décidant qu'on allait les faire parler comme dans la vie normale, mais on est à la télévision c'est de la magie, et c'est vrai que nous, on s'amuse beaucoup à les faire parler de manière plutôt intelligente, de manière plutôt drôle, et ils sont effectivement des instruments de musique très agréables à manipuler. Non, oui. Et puisqu'on parle de musique, hein, il y a aussi une nécessité de rythme. Hein. Oui. Le twist, le rebondissement, le revirement. Voilà, donc on a cette dynamique, ce format 52 minutes ou 90 minutes ici. Dans le bouquin, à l'échelle du roman, on a le temps. Ici, on doit condenser, on doit être rapide, ça doit être percutant, immédiat. Donc c'est un travail qu'on connaît déjà par l'écriture. On ne peut pas lasser nos lecteurs, il faut qu'en 10 pages on les ait emportés. C'est pareil ici, il faut qu'en 5 minutes, 10 minutes, le spectateur soit emporté. Je crois qu'on a cette même dynamique de rythme dans le travail. Parce que même dans le roman, une fois que vous l'avez acheté, même si vous accrochez pas au premier chapitre, à la limite vous pouvez les reprendre 5 ans plus tard et vous le refaites. La série en général, si vous accrochez pas aux premières minutes, vous partez, vous ne revenez plus. Et vous ne rachetez pas le bouquin une deuxième fois. Vous voulez rajouter quelque chose? Je vous ai vu... Oui, on termine autour de la musique, parce qu'il y a vraiment aussi quelqu'un que je voudrais remercier, c'est Nicolas Herrera, celui qui a fait la musique de Tout le Monde. Et il y a une petite mélodie qui revient, qui est donc le thème de la série. Et c'est assez rare de pouvoir siffloter un thème de série, parce que c'est vrai que souvent la musique, c'est souvent des nappes.
Donc voilà, le méchant arrive, donc on met des gros snaps. Là, pour le coup, on a vraiment un musicien qui nous a offert une mélodie et qui nous a offert un thème. Et c'est sympa d'avoir son thème. Et je trouve que depuis quelques années, ça revient de plus en plus dans la fiction. On le voit avec Hervé Admar, on en parlait avant, avec Éric de Marsan, qui est une grande figure du film noir, Erwan Kermorvan qui accompagne des partitions de fiction. Ça commence à revenir, on voit même que des maisons d'édition éditent les albums de musique de série, etc. Donc ça fait du bien. Aussi, Nora, sur Tout le monde ment. Toi qui aimes le polar. Moi j'adore le polar. Moi j'aime le voilà. polar. Qu'est-ce que... Ah bah moi j'ai adoré déjà la référence à Maigret, hein, je vous le dis, je l'assume pleinement parce que je trouve que... Ah ouais, allez-y. Allez-y, on a eu... je trouve que c'est hyper intéressant d'assumer pleinement des codes, en fait, de entre guillemets, vrai polar, mais de polar, où en fait c'est le personnage, il mène vraiment une enquête, c'est basé sur ce qu'il dit, ce qu'il pense, comment il décortique la chose, un peu comme Colombo. Mais moi, je suis très French, donc moi j'ai aimé Maigret. Pardon, sur la dimension politique, il y a quand même quelque chose de Colombo aussi, parce que Colombo s'attaquait aux puissants. Exactement. Donc, et il y a quelque chose même un peu communiste dans comment travailler l'enquête, en fait. Tu vois, c'est pas que t'as... Donc ça, j'ai trouvé ça super. Bon, moi, les thèmes, là, on va pas rentrer dans le sujet, ça me touche beaucoup, j'ai beaucoup aimé. L'attaque aux puissants, ça, je trouve que c'est hyper rafraîchissant, que c'est pas le énième, alors que j'adore les polars, hein, c'est pas une critique, le énième serial killer, ou tout, là, je trouvais ça hyper bien fait, le fait qu'on connaisse le coupable dès le début, donc comme Colombo, mais j'ai trouvé ça vraiment très, alors je sais pas si c'est le bon mot, mais très frais à regarder, et c'est effectivement 90 minutes, mais t'as l'impression que t'as regardé 52 minutes tellement c'est rythmé, t'étais tout le temps dedans, tu l'as jamais. Et sur les dialogues, en fait, comme chaque dialogue est quand même très bien fait, hein, je vous félicite, merci. Ça apporte, et alors ça c'est peut-être ce que vous vouliez dire après, mais ça enrichit le personnage à chaque fois. Donc en fait, tu rentres dans la profondeur du personnage et dans son évolution, sans même en vrai t'en rendre compte, parce que ce n'est pas entre guillemets lié à l'histoire, mais c'est lié à sa réaction aux événements. Et ça, je trouve ça vrai. Tu sens qu'il y a un vrai travail de fond, quoi. C'est vraiment très très bien fait. Ah, merci beaucoup. Vous hésitiez à parler de Maigret ou de Colombo. Nous, ça nous dérange absolument pas. Au contraire, à mon sens, artistiquement, nous ne sommes que la somme des choses qu'on a vues, lues, entendues. Donc les références, nous, on les transforme en références. C'est vraiment quelque chose qui nous plaît énormément. C'est-à-dire qu'on digère et on leur rend hommage. Voilà. Tous les grands auteurs de fiction l'ont fait. Mais je pense que la création artistique n'est pas autre chose que la somme des choses que l'on a déjà vues. Et donc, nous, on a décidé d'aller encore plus loin. D'ailleurs, on va voir apparaître un autre visuel que ceux de Tout le monde ment que vous allez voir arriver, que j'avais sélectionné pendant les références, parce que pour moi, elle en fait partie aussi un petit peu. Tout à fait. C'est Mission Impossible. Alors, est-ce que c'est un pur délire de journaliste ou est-ce que ça faisait partie d'un petit coin de votre tête aussi à un moment donné? Alors, je pense que c'est bien de souligner qu'il y a un travail d'équipe. Hein. C'est vrai qu'on a parlé de Colombo et de Maigret, donc des solitaires, des enquêteurs un peu shérifs, qui vont ramener la vérité, qui vont trouver la vérité à la fin. Là, on est vraiment sur un travail d'équipe, donc complètement Mission Impossible. On a bien ça, ce travail sur la vérité, ce travail sur faire sortir le méchant du bois aussi, donc lui faire le faux pas qui va précipiter sa chute. Mission Impossible, c'est vraiment ça à chaque épisode. J'irais même plus loin, on a aussi des références à des groupes du type Malocène pour Pénac, pour avoir une autre référence littéraire. Donc oui, complètement. Vincent Werner n'est pas un chevalier solitaire traversant la nuit et pourfendant les méchants. Il est assisté d'une bonne équipe et chacun a sa part, bien évidemment, et amène sa contribution à la résolution finale. Et les références cinéma, on les accepte totalement, et même elles nous font plaisir. Et puis en plus, on va encore plus loin. C'est que nous, on a vraiment une référence à tout le monde du roman policier. C'est pas pour rien que cette équipe travaille dans les sous-sols d'une librairie. C'est pas pour rien que le meilleur ami donc de Werner, ce consultant police qui a été policier lui-même avant d'être envoyé, c'est un ancien braqueur de banque, mais c'est aussi un libraire. Et c'est pas pour rien qu'absolument tous les personnages de tous les épisodes de ce qu'on écrit portent des noms d'auteurs de romans policiers français. Donc dans cet épisode, est-ce que tu peux me rappeler un petit peu, parce qu'on est aussi sur l'épisode 3 et 4. Sur l'épisode 2, on a l'horrible Mathieu Le Serre. Mathieu Le Serre, c'est un auteur de polar. On a, ça a dû lui faire plaisir. J'ai peur de mélanger avec d'autres épisodes. On a Gilberti. C'est un auteur de polar aussi. L'avocate s'appelle Sam Mayeras, et c'est un clin d'œil à Maud Mayeras, qui est aussi une auteure de polar. La victime dans le premier épisode s'appelait Claire Abel. Donc là, c'est Abel, c'est Barbara Abel, une auteure belge de romans policiers.
Vous parlez du procureur Jacques Sausset. Jacques Sausset est aussi un auteur de romans policiers français. Donc voilà, tous les personnages, qu'ils soient bons ou mauvais, salauds ou héros, portent des noms d'auteurs et d'autrices de romans policiers français. C'est aussi une référence, mais surtout une révérence à tous ces gens qu'on aime lire et qui sont peu ou prou tous nos amis, si je me trompe pas. Ce qui est déjà pas mal. Vous avez Et ils le sont encore. Ils le sont encore malgré le fait qu'ils Oui, tout à fait. soient desservis dans les rôles de méchants. Mais pour finir et pour partir sur la suite de cette série, le format 90 minutes, il a ceci de particulier que vous avez le temps d'étaler un peu vos histoires et de les installer. Elle vous oblige peut-être un peu plus à peut-être cerner des archétypes de méchants. Alors que le 52 minutes vous permettrait peut-être, avec un plus grand nombre d'épisodes, à aller peut-être sur des choses un peu plus précises. Est-ce que là, vous êtes obligé d'aller sur des archétypes de méchants? On a eu l'homme d'affaires dans l'épisode 1, on est plutôt sur les médias et les équipes différentes dans cet épisode-là. Vous avez d'autres exemples dans les épisodes 3 et 4. Voilà, est-ce que vous êtes plutôt dans cette tendance-là, ou est-ce que vous allez pouvoir affiner aussi avec le 90? Alors on affine, mais l'archétype c'est pas quelque chose qu'on craint, parce que l'archétype est un cliché, et le cliché c'est quelque chose qui s'est répété tellement de fois qu'il en est devenu un cliché. Donc en fait c'est une vérité qui s'est répétée tant et tant qu'elle est devenue un cliché. Donc le cliché parfois fait aussi a une base de vérité. Et quand on regarde un peu à la télévision, dans la presse, les gens dont on parle, on voit qu'ils sont aussi des clichés évidemment de l'homme de médias, de l'homme politique, du sans-cœur d'une grande entreprise polluante. Voilà, ils sont eux-mêmes déjà des clichés, mais c'est vrai qu'en 1 heure et demie, on a quand même le temps de pas tomber dedans et de pas faire des personnages un peu caricaturaux. Complètement. 90 minutes, ça permet de nourrir le méchant. Alors indéniablement, hein, il faut qu'on le connaisse, il faut qu'on ait le temps de le détester. Si on veut apprécier sa chute, il faut d'abord qu'on puisse... Je vous rassure, là, vous arrivez très très bien. Voilà. Voilà, il faut donc bien construire un salaud qu'il soit humain, oui, complètement humanisé, qu'il y ait de l'empathie, qu'on s'interroge sur lui, que le spectateur ait aussi le temps de prendre parti, voilà, de l'aimer puis de le détester. C'est pareil pour les autres personnages, hein, il faut leur laisser le temps. 90 minutes, ça permet de prendre le temps, ce qui n'est pas toujours le cas dans la fiction. Il faut que ça aille vite, il faut que ça soit efficace et qu'on n'ait pas le temps de s'ennuyer. 90 minutes, on peut faire des rebondissements, des retournements, mais aussi on peut installer des choses et surtout présenter des gens. Et c'est parce qu'on s'intéresse à ces gens-là, qu'ils soient le méchant ou l'équipe de Werner, qu'on va s'intéresser à eux et à ce qu'ils deviennent d'épisode en épisode. Et on ne s'ennuie jamais, pardon. C'est surtout les personnages qui sont intéressants, parce que si vous essayez de vous souvenir des romans policiers que vous avez préférés ou des films policiers que vous avez préférés, vous allez réaliser que vous avez quand même en grande majeure partie oublié l'enquête, et que ce qui vous reste, c'est les personnages. Moi, je ne pense pas que je sois capable de vous ressortir une seule des enquêtes de Luther avec Idris Elba, mais par contre, tout ce qui est autour, Idris Elba, la femme qu'il aime, les démons, ses démons intérieurs. C'est un petit peu moins vrai, pardon, sur Colombo, par contre. Il y a tellement des épisodes qui ont été faits, façonnés de manière très puissante, justement par l'unitaire, qu'il y a des épisodes qui sont assez... Quand on parle de Colombo, on va parler de son impère, de sa voiture, de sa femme. Je pense que les gens qui ont vu Colombo, ils se souviennent d'enquêtes quand même, quelques-unes. Alors, je suis d'accord avec vous, pas alors, forcément toutes, c'est surtout que je crois qu'il n'y a que 12 enquêtes et qu'on pense que Colombo, c'est un truc de 6 saisons. Oui, et en fait, il y a eu plusieurs épisodes. Il y a 12 saisons, mais il n'y a que 60 épisodes, je crois. Ah oui, c'est ça. C'est 12 saisons, mais il y a 3 épisodes par saison. C'est ça. Moi, je me souviens de cet épisode formidable où un magicien doit... tue son concurrent en lui faisant croire qu'il a eu un accident avec une guillotine, et voilà, et tous ces épisodes-là qui sont... Mais on retrouve cette mécanique-là, évidemment, avec tout le monde. Moi, je voudrais souligner aussi un autre aspect, parce que là, on parle de création. Je voudrais qu'on voit une pochette pour finir, parce que, voilà, par exemple, dans les brumes de Kaplan, vous avez fait, et je salue, et ça aurait été parlé pour vous deux, quelque chose qui est assez fort, c'est que vous n'avez pas été dans la facilité, qui aurait été d'adapter vos propres histoires. Et vous avez eu envie de créer les vôtres pour la télévision. Ça, c'est extrêmement intéressant. Je trouve que ça parle aussi sur ce que vous faites et ce que vous êtes. La chance qu'on a, c'est que les romans de Nicolas, comme les miens, sont optionnés pour être des séries ou des films. Alors, je laisserai répondre Nicolas pour sa partie. Moi, me concernant, la vie est beaucoup trop courte pour faire 2 fois les mêmes choses. Évidemment. Pour visiter 3 fois les mêmes pays. Donc, écrire mon roman, déjà, ça me prend entre 1 an et 2 ans. Après, si je devais en écrire 6 épisodes, donc j'étirerais mon roman pour qu'il fasse 6 heures, et donc je le réécrirais à nouveau, et je repasserais encore 1 an, 2 ans, 3 ans dessus. Ça fait beaucoup de temps passé sur le même sujet. Donc en fait, moi je ne fais que des créations originales, et je laisse mon roman à d'autres qui ont envie de donner leur voix. Et donc en fait, moi j'attends tranquillement le jour de la sortie, je prépare le popcorn et je regarde la vision d'un autre sur mon roman, parce que la mienne,
elle est déjà par exemple, dans les 450 pages des Brumes de Kaplan. Voilà. Après, je ne sais pas si Nicolas va Non, travailler sur les moi je te rejoins vraiment là-dessus. Il faut voir qu'on a au départ des idées, des projets qu'on met en forme plus ou moins, c'est des pitchs, c'est des choses comme ça. Et quel format on va leur donner. Alors parfois on en parle, on échange et on se dit ça pourrait être un bon projet de série, ça pourrait être un bon projet de film. Et puis parfois on n'en parle pas parce que le projet est rangé, on se dit ça je vais en faire un roman. Donc on choisit aussi un format en fonction des projets, des idées, réinvestir aussi des personnages passés, que ce soit le capitaine Coste et son retour qu'il fait dans les Brumes de Kaplan, ou moi mes personnages des Furies, le capitaine Merlicht. Donc ce sont des projets aussi on fait un casting à un moment. On dit tiens, est-ce que ça pourrait être une enquête pour un de mes personnages de roman, ou est-ce que je vais partir sur une créa complète en inventant de nouveaux personnages. On échange là-dessus et puis voilà, après on choisit. Les bons polars, on a tellement envie d'en voir tellement beaucoup que quand il y en a, on les souligne et on les fait parler avec ces auteurs. D'ailleurs, je pense que la série qu'on va avoir dans notre prochaine émission, quelque part, elle pourrait aussi vous intéresser. Il y a une tagline dans cette série qui pourrait faire écho à Tout le monde ment. L'un des personnages dit la plus grande des injustices, c'est quand on demande aux victimes de calmer le jeu et de faire profil bas. C'est tout l'enjeu de la nouvelle série qui sera à l'honneur dans la loi des séries vendredi. Et on ne résiste pas à l'envie de vous montrer le teaser. C'est la nouvelle série de Ben Zekri et Ziad Doueri. Ça s'appelle La Fièvre. Ça arrive sur Canal+ à partir de lundi prochain. Et voici le petit teaser où là aussi, calmer le jeu quand on est une victime, c'est insupportable. Regardez. C'est la cata, putain. Votre nouvelle série création originale, La Fièvre, bientôt et seulement sur Canal+. Tout commence par un coup de boule malheureux pendant une cérémonie style Ballon d'Or. La star du foot, fut promis grand talent de l'équipe de France de football, dérape en insultant son sélectionneur de salle blanc. Évidemment, les réseaux sociaux s'en emparent. Comment calmer le jeu quand, dès l'autre côté, la politique spectacle de l'extrême droite monte au créneau pour essayer de faire vaciller la société, portée par Anna Girardot dans ce rôle-là. Nina Meurice en communicante de choc, situation de crise, et Xavier Robic, qui sont les héros de cette fiction mise en scène par Ziad Doueri, avec, vous verrez, une deuxième partie de saison qui est assez phénoménale puisqu'elle anticipe des choses qui pourraient arriver, avec notamment le concept de fenêtre d'Overton, le concept très fort qu'il s'agit en gros de faire passer une idée du stade de repoussoir à acceptable, voire pourquoi pas rentrer dans la politique d'un pays. Voilà les grands enjeux de cette série, et ça fait du bien quand la fiction, finalement, qu'elle soit politique ou policière, s'empare de sujets forts pour les dénoncer, et même par le biais du divertissement. C'est important aussi d'avoir ces fenêtres-là, j'imagine. Le divertissement, c'est le sucre autour des médicaments qui ont mauvais goût. C'est-à-dire que... Qu'est-ce que j'aimerais savoir parler comme ça. Oh là là, c'est beau. Les sujets... Tu devrais écrire. J'y pense que ce soit bien que tu arrêtes d'écrire mes bouquins et que je fasse semblant que c'est moi qui les ai écrits. Non, mais c'est vrai que les sujets sont rédhibitoires. Les sujets donnent pas spécialement envie d'y aller. C'est un peu dur. Et donc, on promet d'abord de l'action, des retournements de situation, des bons personnages, des effets spéciaux, des cascades. Mais à la fin, on va quand même passer une heure ou une saison entière, 6 épisodes à traiter d'un sujet qui à la base ne nous aurait pas spécialement intéressé. Donc voilà, le côté du divertissement, c'est une escroquerie et c'est assez intéressant. On l'a fait cette escroquerie parce qu'en fait c'est quoi le polar ? C'est un flic, il y a un assassin et à la fin le flic arrête l'assassin. Bon, voilà, c'est une escroquerie séculaire, ça fait 100 ans qu'on vous raconte la même histoire. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de mieux ? Qu'est-ce qu'on va faire de plus ? Et le social, exactement comme pour cette série, comme pour Fièvre, ils ont utilisé le social, ils ont utilisé ce qui se passe aujourd'hui et les sujets d'aujourd'hui, et en fait, ça passionne les gens. Il faut juste savoir bien l'enrober. Écoutez, on finira sur cette juste belle maxime. Une note. Non, vas-y, mais vite, on a au bout de je l'émission. disais que le divertissement, le divertissement, c'était dès le générique, dans tout moment, parce que tu sais, moi je chante mal, mais tu sais, à un moment il fait ting ting, et c'est là où ça te donne que, mais ça va être quand même enrobant. C'est pas un vrai, pas un vrai polar, vous voyez ce que je veux dire. C'est le côté comédie, le côté chaleureux. Voilà, et ça, c'est dès le générique, t'es dans l'ambiance, et je trouve ça super. Et après, t'es pas déçu, parce que tu restes dans cette ambiance. Et Tout le monde ment, l'épisode 2, c'est ce soir sur France 2, avec Julien Boisselier.
Allez-y. dans le rôle principal en attendant les épisodes 3 et 4. Et on était ravis de pouvoir en parler Merci à longuement vous. avec vous deux. Merci beaucoup. Olivier Norek, Merci à Nicolas vous. Lebel. Merci aux équipes de France Télévisions, notamment Patricia Lejeune-Louis, qui nous ont permis de faire cette grande interview avec vous. Merci à Nicolas qui était à la réalisation. Et vendredi, donc n'oubliez pas, Nina Meurice et Xavier Robic seront nos invités pour parler de La Fièvre, la nouvelle série événement de Canal+. Merci à tous. Rendez-vous très très vite pour un nouveau numéro de La Loi des séries. Merci Nico.